Allons-y. Donc merci à tous d'être en tout cas présents à notre atelier, à notre conférence. Merci à ceux qui sont aussi depuis chez eux ou au bureau pour assister donc à notre atelier. Donc convertissez vos prospects en clients avec l'inbound marketing. Donc c'est un vaste sujet, notamment pour les entrepreneurs, pour les dirigeants d'entreprise. Et on va voir ensemble ce que l'inbound peut apporter. Je vais te laisser peut-être te présenter déjà, Cindy. Bonjour à tous, moi je suis Cindy Ronsou, je suis responsable des inbound marketeurs chez Winbound, qui est une agence d'inbound marketing qui existe depuis 2016, qui est basée à Rennes. Et donc je suis Anthony Simon, donc directeur conseil au sein de l'agence, et donc stratégie digitale et dans leur stratégie inbound marketing. Nous appartenons à un groupe qui s'appelle MV Group, dont le parrain est Olivier Méril, donc vous avez dû certainement le rencontrer. Et donc, voilà, donc on a des agences un peu partout en France et nous accompagnons un peu plus d'une centaine d'entreprises. Donc pour commencer notre atelier, c'est d'abord de partir de constats et de chiffres clés qu'on voulait partager avec vous. C'est déjà un constat qui est très fort, c'est qu'effectivement la manière dont vos clients achètent en B2B a changé, un peu comme vous en tant que particulier. Et l'acheteur est devenu de plus en plus autonome, notamment par le digital et par toutes les informations qu'ils peuvent récolter sur vous, sur votre activité, sur votre expertise, avant même de vous rencontrer. Quelques chiffres, 57%, et c'est quand même pas neutre, 57% du processus d'achat est réalisé avant l'intervention d'un commercial. Ça veut dire que le commercial, votre pouvoir commercial, s'est réduit à 43%. Alors on pourrait dire, le digital, il a un peu tout cannibalisé. Merci. Et donc, sauf que le digital, en fait, a permis, en tout cas, de rendre l'acheteur beaucoup plus autonome, beaucoup plus averti. Et donc, quand il prend contact avec vous, et forcément, à vous aussi d'être beaucoup plus expert, beaucoup plus moins généraliste et de répondre véritablement à sa problématique. 74% des acheteurs font affaire à un commercial qui leur apporte véritablement une valeur ajoutée. Fini le blabla, fini la tchatch du commercial. Alors ça marchait il y a encore peut-être 10 ans ou 15 ans. On aimait écouter un commercial pendant 3 heures. Même quand on achetait une voiture, on prenait une demi-journée et c'était bien. Aujourd'hui, on ne veut pas perdre de temps parce qu'on connaît le produit, on sait ce qu'on veut acheter, on sait pourquoi on veut l'acheter. Ensuite, on va parler aussi de contenu, puisque l'inbound marketing s'appuie aussi beaucoup sur du contenu à valeur ajoutée, du contenu expert. Aujourd'hui, 80% des contenus produits par le marketing ne sont pas utilisés. Alors, quand on dit ne sont pas utilisés par les commerciaux et par la force de vente. Ça veut dire que c'est très en silo entre les sales et le marketing. C'est-à-dire que le marketing va produire de la valeur, des contenus, va produire des plaquettes commerciales, et les commerciaux ou des fiches produits, les commerciaux vont à leur sauce, faire leur argumentaire. Et donc, effectivement, 80% des contenus, donc c'est quand même énorme, quand vous ne structurez pas vos contenus, ne sont pas utilisés. Ensuite, un autre chiffre qu'on voulait partager avec vous, c'est la puissance de LinkedIn, le réseau professionnel par excellence. Effectivement, LinkedIn en France a dépassé les 20 millions d'utilisateurs. Là aussi, il y a de la méthodologie, il faut savoir utiliser LinkedIn à bon escient, savoir prendre la parole, et ça aussi, ça fait partie de la stratégie inbound marketing. Alors, je vais passer la parole à Cindy, notamment sur l'inbound marketing. Avant de vous dire comment l'utiliser, d'abord, c'est quoi? Peut-être que certains d'entre vous savent ce que c'est. Bon, alors je vais vous donner quelques clés pour mieux comprendre cette méthode. L'inbound marketing, c'est une stratégie qui vise à attirer des visiteurs qualifiés sur votre site internet, puis à les convertir en contacts, puis en clients. Donc, c'est une vraie stratégie d'attraction, de conversion, de transformation commerciale et puis même de fidélisation. Donc c'est une stratégie qui se passe une méthodologie qui se déroule en plusieurs étapes et qui vise à faire progresser un visiteur anonyme que vous arrivez à attirer sur votre site internet dans un funnel de conversion et à le faire passer par différentes étapes du cycle de vie. Donc quand quelqu'un arrive sur votre site internet, c'est un visiteur, il est anonyme, vous ne savez pas qui il est, vous ne savez pas ce qu'il veut. Vous avez quelques informations comme son IP, mais ça ne vous donne pas grand-chose sur les opportunités de business qu'il représente. L'idée, c'est de le faire devenir un contact, donc d'en faire un visiteur identifié.
À partir de ce moment-là, vous obtenez des informations qui vous permettent de le recontacter et surtout de le qualifier, d'avoir déjà une bonne idée de ce que vous allez pouvoir faire de ce contact-là. L'idée, c'est de le transformer ensuite en MQL, un Marketing Qualified Lead, et de se dire, ce contact dont je connais certainement le nom, le prénom, l'adresse mail et peut-être la fonction, est-ce que je l'emmène plus loin dans mon processus marketing et commercial parce que vraiment c'est ma cible, ou est-ce que finalement je le laisse consulter mon site internet mais je n'en ferai jamais rien? Si c'est le cas, si vous arrivez à le transformer en MQL, il faut encore le pousser plus loin et là en faire un SQL, un Sales Qualified Lead, qui sera un lead intéressant pour vous, mais surtout dont vous aurez détecté les signaux d'engagement et qui sera un lead prêt à être transformé et donc transmis à un commercial. Derrière ce commercial, il va faire son travail de commercial, il va transformer le SQL en opportunité par le biais d'un devis, d'une proposition commerciale. Comme le disait Anthony, c'est le bout de ces 57%. Donc quand il arrive au commercial, le commercial, logiquement, il sait déjà ce qu'il a visité comme page, ce qu'il a lu comme contenu. Donc sa qualification, sa découverte, elle se fait beaucoup plus rapidement, de manière beaucoup plus personnalisée. Et puis, in fine, quand l'histoire se termine bien, on le termine en client. Donc la différence avec le marketing traditionnel d'il y a quelques temps, c'est que les rôles sont partagés de manière beaucoup plus égalitaire entre le marketing et le commerce. Finalement, le marketing n'est pas là que pour acquérir des leads et puis les commerces pour les faire maturer, le transformer. Il y a vraiment beaucoup plus de partage des tâches dans cette méthode-là. Et c'est pour ça que d'ailleurs, l'alignement entre les objectifs marketing et les objectifs commerciaux est essentiel dans la réussite de l'inbound marketing. Donc concrètement, là c'est plutôt pour ceux d'entre vous qui vont déployer cette méthode-là. Comment ça se passe? On va déjà essayer d'attirer des étrangers pour en faire des visiteurs sur notre site internet. Donc là, il y a tout un travail de stratégie d'inbound marketing qui passe par les personas, les parcours d'achat, les stratégies éditoriales. On va les faire venir, ces visiteurs. Mais on va faire venir des visiteurs qualifiés. On va essayer de faire venir déjà des gens qu'on sait pouvoir être travaillés dans le futur d'un point de vue commercial. Comme je vous le disais, une fois qu'ils sont sur notre site internet, il faut les retenir, il ne faut pas qu'ils repartent. Donc il faut les convertir, les identifier pour en faire des prospects. Et des prospects, si on peut, qualifier, c'est-à-dire des prospects de qualité tout simplement, sur lesquels on va connaître des informations essentielles sur leur secteur d'activité, la taille de l'entreprise, quelle que soit l'information qui pour vous est importante pour les amener plus loin dans le processus commercial. Et pour faire ça, on va mettre en place des leviers de conversion classiques, des call to action, qui vont emmener ce visiteur vers des pages d'atterrissage qui portent des formulaires qui vont nous permettre de collecter de la data et faire ce fameux filtre entre les bons et les mauvais prospects. Une fois que vous avez fait ça, le travail ne s'arrête pas là. Enfin, en tout cas, si vous l'arrêtez là, ce travail, ça veut dire que votre commercial, il va appeler tout le monde. Il va appeler tous les gens que vous allez réussir à identifier sur votre site internet. Ce n'est pas le but. Le but, c'est aussi de lui faire gagner du temps et de lui emmener vraiment les pépites pour qu'il les transforme de manière plus rapide. Donc, on va entamer un parcours de maturation de ce prospect. En anglais, on parle de lead nurturing. Et pour faire ça, on a des outils de marketing automation, notamment, qui nous permettent tout simplement de faire de l'automatisation email sur la base des informations qu'on a collectées. Donc, très personnalisé et très en lien avec ce que votre prospect a déjà lu, avec les emails qu'il a déjà consultés, avec les événements auxquels il a déjà participé. Tout ce travail de maturation, tu vas trop vite, Anthony. Tout ce travail de maturation vise à amener plus facilement la transformation du prospect en client et, in fine, d'en faire un ambassadeur qui lui-même va parler de votre marque, de vos produits, de votre entreprise pour inviter de nouveaux étrangers à venir sur votre site. Et il y a un cercle vertueux qui se met en place. Vous le voyez sur ce schéma, il y a un rôle essentiel en inbound marketing, c'est celui du contenu. Le contenu, il intervient à chaque étape de la méthode inbound marketing. Et on verra tout à l'heure comment ce contenu peut être très personnalisé en fonction des besoins de vos personas et en fonction de l'étape du parcours d'achat dans laquelle il se trouve. Donc, avec l'inbound marketing, vous devenez vos propres médias. C'est vous qui décidez de votre stratégie éditoriale, c'est vous qui décidez de votre message. Vous allez diffuser du contenu personnalisé, mais surtout du contenu à valeur ajoutée. Comme disait Anthony, on va avoir une partie du blabla commercial quand même, au bout du parcours de conversion, il va bien falloir lui parler de produits à votre client, il va bien falloir lui parler des services que vous vendez.
Mais au préalable, on va être beaucoup sur du contenu d'accompagnement, du contenu de pédagogie, du contenu vulgarisant que vous allez envoyer à vos prospects sous différents formats et surtout sous les formats qui les intéressent. Donc vous aurez identifié en amont si votre prospect est plutôt sensible à de la vidéo ou à de l'infographie. De la même manière, vous aurez identifié en amont s'il est plutôt sur LinkedIn ou plutôt sur Facebook. Tout ce travail-là va vous aider à trouver vos prospects où ils sont et où ils vous attendent pour leur apporter, dans un premier temps, de la valeur ajoutée en termes d'accompagnement avant de leur vendre un produit ou un service. Donc cette stratégie, elle repose sur 3 fondamentaux, 3 piliers. Le premier, c'est les personas. C'est qui votre cible? Où elle est? Qu'est-ce qu'elle fait? C'est quoi ses problématiques au quotidien? Quelles sont les questions qu'elle va se poser et pour lesquelles elle va entamer une démarche de recherche digitale et du coup pour laquelle vous devez apporter des réponses, tout simplement. Donc c'est mon client idéal, c'est ses habitudes, ses actions, ses problématiques. On croise ça avec son parcours d'achat. On est en B2B sur des cycles d'achat qui peuvent être longs, plusieurs semaines, plusieurs mois. On a même, nous, des entreprises où les cycles d'achat se comptent en années. Donc, évidemment, l'état d'esprit n'est pas le même que vous soyez au début de votre recherche et à la fin. Vous avez 3 étapes, la prise de conscience, la considération et la décision. En prise de conscience, on va être sur de l'information généraliste. En considération, on va être sur « j'ai compris mon problème, je vais chercher des solutions génériques ». Et puis en décision, c'est je sais quelle solution répond à ma problématique, je vais chercher le fournisseur qui va répondre à mon besoin. Eh bien vous n'allez pas seulement vous positionner sur cette étape de décision, comme vous pourriez peut-être le faire aujourd'hui, vous allez vous positionner sur les 2 étapes précédentes également pour couvrir l'ensemble du parcours d'achat et vraiment ancrer votre marque et votre entreprise dans l'esprit du persona comme étant en capacité de l'accompagner dans sa problématique. Les personas, le parcours d'achat, vous mélangez les 2 et vous avez en fait votre stratégie éditoriale tout simplement, qui est votre liste d'articles de blog, votre liste de livres blancs, d'infographies, de vidéos à créer pour répondre aux problématiques de ce persona-là, que vous allez diffuser sur les canaux que vous aurez identifiés dans votre recherche d'informations sur les personas. Donc ça, c'est vraiment 3 fondamentaux qu'on pose au démarrage et qui nous servent ensuite tout au long du déploiement des actions d'inbound marketing qu'il faut remettre à jour régulièrement parce que, comme tu le disais Anthony, le persona qu'on a pu faire il y a 2 ans, entre-temps, si c'est un restaurateur par exemple, il y a eu un petit événement qui s'est passé, les problématiques de mon restaurateur, elles ont beaucoup changé. Donc il ne faut pas se reposer sur ses lauriers, il faut toujours faire de la mise à jour de ces éléments-là. Et si on peut ajouter même sur le parcours d'achat, ça vous permet d'avoir cette connaissance, cette data de votre client. Quand vous faites du mailing de masse ou quand vous faites de la promotion ou quand vous allez faire de la prospection directe, vous rentrez très souvent par le produit, par le catalogue et alors que le prospect, vous l'interrompez peut-être dans son parcours d'achat ou tout simplement, il n'a pas du tout entamé encore son parcours. Là, l'inbound marketing permet justement, et comme tu le disais très bien, de lui proposer en tout cas soit le bon contenu ou en tout cas la bonne solution à ces questions et pas uniquement à mon produit. Donc c'est ça la grosse différence, c'est-à-dire que l'approche commerciale, elle va se faire en répondant à la problématique et non pas par rapport à ma problématique. Ma problématique, c'est de lancer un nouveau produit. Bon, très bien, mais si j'y vais avec ma Renault Clio, que je fais le tour des zones industrielles pour aller voir des entreprises potentielles, je retrouve de plus en plus de portes fermées. Alors là, on aurait pu donner aussi d'autres chiffres, mais aujourd'hui, c'est très compliqué de prospecter dans le dur. Et donc, d'où l'intérêt d'avoir une belle empreinte digitale, d'avoir un bon discours, d'avoir des bons contenus, des bons formats, t'en parlais, et puis surtout d'interpeller son prospect au bon moment. Donc ça, c'est primordial. Donc voilà un petit exemple de fiche persona pour ceux d'entre vous qui ne connaissent pas forcément cette notion. C'est une cartographie, une fiche d'identité de votre prospect idéal. Donc vous allez recenser ce qui fait que votre prospect va venir vers vous. Donc ses problématiques, ses challenges au quotidien, les freins, le degré de décision qu'il a dans l'entreprise pour savoir si vous allez devoir argumenter d'une manière ou d'une autre. Et puis dans la fiche persona, on regroupe aussi un parcours client un peu type, évidemment qui ne s'arrête pas là. On creuse beaucoup plus ce parcours client pour réaliser la stratégie éditoriale. Mais l'idée, c'est de comprendre d'un persona. Voilà, vous vous trouvez tous à un moment donné dans un parcours de réflexion quand vous faites un achat long. Voilà, essayez de vous projeter dans votre prise de conscience, votre considération, votre décision. Nous, c'est ce qu'on fait pour les clients qu'on accompagne aujourd'hui.
Et tu as raison de préciser parcours long, en tout cas le processus long d'achat, parce que les processus très courts, on va dire de 2 semaines à 3 semaines, effectivement l'inbound marketing n'est pas adapté sur des circuits très courts. On est vraiment sur des parcours longs, des parcours engageants, où effectivement on engage un prospect sur un contrat quand même, soit sur une durée, soit sur un montant significatif. Et aussi, alors longueur du parcours d'achat, mais si vous vendez un produit qui nécessite de l'explication, que quelqu'un ne peut pas acheter en ligne seul, l'inbound marketing est pertinent. Si vous vendez une paire de chaussures, la personne peut choisir seule sa paire de chaussures. Si vous vendez une machine très spécifique pour des applications très spécifiques, vous devrez l'accompagner dans son choix. Et là, pour ça, l'inbound est très pertinent parce qu'il faut faire de la pédagogie, il faut vulgariser. Et la vente ne se fait pas non plus en un clic sur un site e-commerce, par exemple. Elle se fait par le biais d'un humain, parce que malgré tout, l'inbound marketing, ça a beau être une stratégie digitale, rien ne se passe sans l'humain. Donc voilà, si vous êtes dans ce cadre de figure-là, c'est une méthode à envisager, effectivement. Donc on l'a dit tout à l'heure, hein, ces 4 étapes. Et puis elles font appel à des outils spécifiques. Par exemple, sur la phase d'attraction, on va beaucoup travailler le blog, les contenus optimisés en référencement naturel. Quand vous faites une stratégie de contenu en digital, vous recherchez. Ils sont pas, voilà, votre persona, il n'est pas tout seul à décider. Les moteurs de recherche ont un grand pouvoir de décision sur la parole que vous pouvez prendre. Donc il faut vraiment, vraiment y penser ça tout au long du parcours d'achat. On va activer les réseaux sociaux, les prises de parole en public, comme on le fait aujourd'hui et comme on aura la chance de le faire dans les mois qui viennent. Donc tout ça, c'est des leviers que vous activez à la phase d'attraction. Sur la phase de conversion, là, on va plutôt passer sur de l'ergonomie web, la mise en place de points de conversion, de call to action. On va travailler les formulaires, les pages d'atterrissage, les pages de remerciement, landing page, thank you page, pour créer un vrai processus de conversion qui va amener votre prospect à tomber dans une base de données, hein, tout simplement. Et cette base de données, vous allez pouvoir ensuite la travailler sur la 3e étape de conclusion. Et comme je vous disais tout à l'heure, on passe sur cette étape de lead nurturing. Donc là, on va aller faire maturer, faire mijoter tranquillement notre petit prospect qui était un petit peu froid. On va le faire monter en chaleur, on va le faire monter en engagement. Comme on sait ce qu'il a lu, comme on sait ce qui l'intéresse, on va lui envoyer des contenus complémentaires. On va l'inviter à participer à des événements. Par le biais d'un scoring, on va l'évaluer. Et à un moment donné, quand ces signaux d'engagement vont être au vert, eh bien, vous pourrez le passer le bébé pour conclure cette vente et passer de prospect à client. Et puis sur les étapes de fidélisation, on va réutiliser encore ce contenu. Hein. On l'utilise à chaque étape. Dans l'étape de lead nurturing, s'il n'y a pas de contenu, il n'y a pas de lead nurturing. Donc, très important d'avoir ça en tête. Le contenu est roi en inbound. On va capitaliser sur les événements, les newsletters, les réseaux sociaux avec du partage de cas clients, des choses comme ça. Et toujours de l'automatisation. Rapidement, pour ceux qui n'auraient pas, ne se projetteraient pas dans la stratégie éditoriale inbound, c'est simple, c'est à la fois du contenu accessible en ligne, des articles de blog, des posts réseaux sociaux, des choses auxquelles n'importe qui vous suit, n'importe qui arrive sur votre site internet peut accéder, c'est en libre service. Et puis à côté de ça, vous avez des contenus premium qui sont des contenus verrouillés qui vous permettent de faire ce passage de visiteurs anonymes à prospects identifiés. Et donc tout ça, c'est travaillé en fonction de la stratégie, du persona et du parcours d'achat. Et surtout, ce qui est important dans les contenus, c'est qu'on a très souvent tendance à faire des contenus, j'allais dire de promotion, c'est-à-dire qu'on va vite parler de son produit, vite de son expertise, alors que vous voyez dans la stratégie éditoriale, quand on raisonne par campagne, on va partir de thématiques très larges, et après, comme un entonnoir, on va descendre au fur et à mesure vers la problématique et répondre véritablement aux problématiques du prospect. Donc c'est ça la grosse différence par rapport à ce que vous pouvez voir, j'allais dire presque couramment, c'est-à-dire j'ai un site internet, j'ai un blog. Et je parle de moi, et je parle de moi, voilà, et je parle de moi. Et de moi. Et du coup, en fait, je ne balaye pas forcément l'ensemble des problématiques de mon prospect. Et je peux vous dire que vos clients, vos prospects potentiels, ils se posent un milliard de questions. Ce n'est pas forcément votre produit au départ, ils ne vous ont pas forcément ciblé. Et donc, c'est là où on va justement travailler sur un maillage. On va même mailler les campagnes entre elles pour qu'il y ait de la cohérence. Les contenus, et tu parlais de formulaire. Alors vous devez vous dire, bah oui, d'accord, j'ai un formulaire, j'ai une landing page, mais pourquoi les personnes rempliraient un formulaire? Tout simplement parce que mes contenus, à un moment donné, je vais apporter de la valeur ajoutée, je vais amener de l'expertise. Et c'est bien pour ça que l'inbound marketing est né aux États-Unis, dans les pays anglo-saxons, et ça fonctionne très bien là-bas.
c'est parce que les anglo-saxons ont cette culture-là, en tout cas de donner leurs recettes. Voilà pourquoi j'ai réussi, voilà pourquoi. Et ils n'ont pas peur de donner cette expertise-là par rapport à leurs concurrents. Et en retour, eh ben, les prospects reçoivent beaucoup d'informations. C'est du donnant-donnant. Vous donnez de l'expertise. En retour, votre prospect vous dit qui il est. Et c'est comme ça que vous récoltez de la data de plus en plus, je vais dire, qualifiée. Donc rapidement, voilà, des contenus qui sont personnalisés pour chaque étape du parcours d'achat. À chaque persona, ses contenus. À chaque étape du parcours d'achat, ses contenus. Vous ne parlerez pas de la même manière. Vous n'utiliserez pas les mêmes formats pour informer que pour convaincre que votre produit est le meilleur. Vous n'utiliserez pas le même langage sur LinkedIn que sur Facebook. Vous n'utiliserez pas la même approche et le même champ lexical si votre persona est une cible technique ou une cible dirigeant. Donc tout ça découle de l'analyse de vos personas et de leur parcours d'achat. Hein. C'est vraiment du bon sens. On a cœur à le répéter parce qu'il n'y a vraiment rien de sorcier. Il suffit d'écouter ce que vos personas veulent et de leur donner tout simplement par le biais d'un contenu à valeur ajoutée. Donc voilà, ça peut être des livres blancs, des articles de blog, des webinars, des infographies, des contenus. Là, il y a 3% de ce que vous êtes en capacité de faire. Sachez juste qu'il faut que ça soit valeur ajoutée, à forte valeur pour vous et surtout pour votre client. Donc soyez différenciants. N'allez pas faire du copier-coller de ce que votre concurrent peut faire parce que ça se verra. Mais surtout, voilà, il faut que ça donne de l'information. Il faut que ça permette à votre persona de progresser. Voyez ça comme un élève qui ne sait rien sur une matière et à la fin de l'année scolaire, il maîtrise une nouvelle matière. C'est pareil, vous devez l'amener à maîtriser la matière avant de vous contacter et de vous faire confiance. Vous lui apportez de la valeur et vous crédibilisez aussi sur les problématiques pour lesquelles il est venu vous voir. Donc pour créer du contenu, quand même, il y a 3 clés de succès. Il faut en produire régulièrement. Donc, spoiler alerte, c'est très chronophage. On préfère vous prévenir. Il faut que ce soit optimisé en référencement naturel. Parlez d'abord à votre persona, mais parlez aussi au moteur de recherche. Et puis surtout, ces contenus accessibles dont je vous parlais tout à l'heure, il ne faut jamais qu'ils soient orphelins. Il faut optimiser vos contenus accessibles pour la conversion. Il faut qu'à la fin d'un article de blog, vous proposiez le téléchargement d'un livre blanc. Il faut que sur un post réseaux sociaux, vous proposiez l'inscription à un webinar pour collecter cette data qui va vous servir pour qualifier vos prospects, pour qualifier vos cibles et les emmener plus loin dans le parcours de conversion et de transformation commerciale. Vous créez du contenu, vous le publiez, c'est très bien, mais des fois, il faut un petit peu booster. Donc, il faut diffuser et promouvoir sur tous les canaux disponibles et surtout sur tous les canaux sur lesquels votre persona se trouve, votre contenu. Quand vous faites un livre blanc, parlez-en sur les réseaux sociaux. Quand vous organisez un événement, parlez-en sur les réseaux sociaux, mais faites un mail à votre base de données, inscrivez-le dans vos signatures mail que vous allez diffuser à vos clients, utilisez vos partenaires pour le promouvoir sur leurs propres médias. Il faut faire du bruit autour de votre contenu pour ne pas juste le laisser là en attente que quelqu'un arrive. Il faut vraiment créer une émulation autour de votre contenu. Une fois de plus, c'est votre persona, c'est son analyse qui vous dira où diffuser et promouvoir votre contenu. Et comme tu disais très bien, pas de contenu orphelin. Ça veut dire que quand vous faites un post sur LinkedIn et quand vous faites justement du bruit, il faut aussi ramener à un moment donné un lien soit vers votre site internet, soit vers un article de blog, soit vers un livre blanc, mais ramener toujours du trafic pour que ce soit toujours un cercle vertueux, on va dire presque une boucle, pour justement que vous continuez à alimenter justement votre pipeline de leads. Donc pour convertir nos visiteurs anonymes en prospects sur notre site, on l'évoquait tout à l'heure, il y a des processus de conversion classiques que vous entendrez à de nombreuses reprises. C'est le call to action, ce bouton d'action qui peut être un bouton visuel, qui peut être un bouton rectangle assez simple, qui peut être un lien hypertexte, qui peut être un visuel cliquable. Tout ça, ça amène votre visiteur vers autre chose et un peu plus loin dans sa démarche. Il faut qu'il arrive, il faut qu'il atterrisse sur une page qui sera dédiée à ce pourquoi il a cliqué. Si vous lui faites la promesse de télécharger un livre blanc, il faut qu'il arrive sur une page qui va lui expliquer pourquoi il doit télécharger le livre blanc, ce qu'il va y trouver et la valeur que ça va lui apporter. Cette page d'atterrissage, c'est la fameuse landing page.
Donc il y a plein de conventions autour de la mise en place de cette landing page. Mais j'allais dire la principale, c'est qu'il faut qu'elle contienne un formulaire qui va vous permettre de collecter la data. Et on finira par la page de remerciement, qui est une page, alors pour les plus marketeux d'entre vous, qui permet aussi de traquer les conversions, mais qui permet surtout de remercier la personne qui nous a donné ses coordonnées et de la réengager sur un autre contenu en l'emmenant déjà un peu plus loin dans ce parcours d'achat. Merci d'avoir téléchargé le livre blanc. Vous savez qu'on organise un événement sur le même thème dans 3 semaines. Inscrivez-vous et vous l'emmenez petit à petit. Vous êtes comme un petit poussé, vous disposez vos petits grains le long du chemin du prospect. On parlait des formulaires tout à l'heure. Un autre outil essentiel à la mise en place de l'inbound marketing, c'est la plateforme d'inbound marketing, parce que les leads que vous allez collecter, il va bien falloir les ranger quelque part. Il va bien falloir les segmenter dans une base de données. C'est cette plateforme d'inbound marketing qui va vous le permettre. Pour mettre en place du lead nurturing, il va falloir mettre en place des scénarios automatisés. Il va falloir rédiger de l'email. Tout ça, c'est la plateforme d'inbound marketing qui va vous le permettre. Et l'intérêt d'avoir une plateforme, vous pouvez me dire, bah oui, mais moi, j'ai une base de données, j'ai un outil d'emailing, j'ai un blog sur lequel je publie sur mon site internet. L'intérêt de la plateforme, c'est que tout est centralisé et vous pouvez vraiment optimiser sur toute la collecte de data que vous faites, à la fois déclarative, mais aussi comportementale. Ça peut faire peur, mais effectivement, quand vous collectez un lead dans ces plateformes-là, après, vous posez des trackers qui vous permettent de savoir le nombre de pages vues, le temps passé, les formulaires qui ont été collectés, les emails ouverts, cliqués, etc., etc. Donc, vous pouvez utiliser toute cette data-là pour personnaliser vos campagnes et surtout pour segmenter correctement votre base et aller au plus vite dans le traitement commercial de vos leads. Et donc, on voit bien d'ailleurs que, puisqu'on est quand même sur le thème de convertissez vos prospects en clients par l'inbound marketing. Donc, merci Cindy, parce que là, vraiment, tu nous as vraiment expliqué tout le cheminement et la méthodologie de l'inbound marketing. L'intérêt de la plateforme, effectivement, de traquer, de mesurer. On a parlé de la chaleur du prospect, mais cette chaleur-là, elle est indispensable. Vous ne pouvez pas parler à un prospect froid comme vous pouvez parler à quelqu'un de pratiquement engagé, un prospect chaud. On a vu qu'on ne propose pas les mêmes contenus. Donc, tout cela permet aussi de connecter ces plateformes à votre CRM, d'aller encore plus loin justement pour être encore plus performant dans la relation client, d'être encore meilleur dans la fidélisation et d'être encore meilleur aussi dans la relation prospect. Et ça, c'est toutes ces notions-là qu'on va voir. Donc, c'est aussi la transition. Et là, effectivement, on parle de SLS, c'est-à-dire l'alignement aussi, et tu en as parlé, l'alignement entre le marketing et l'équipe commerciale. Aujourd'hui, 82% des entreprises qui se sont effectivement essayées à l'inbound marketing considèrent leur stratégie marketing efficace quand ils ont fait ce qu'on appelle un contrat SLA. Ce contrat SLA, c'est quoi? J'allais dire, tu parlais de bon sens, mais là aussi, c'est du bon sens d'engagement entre le marketing et le commerce. Il faut absolument enlever les silos. Le commerce que je faisais il y a 15 ans ou il y a 20 ans, quelque part, le marketing, pour moi, personnellement, c'était je mets de la couleur, je fais la plaquette commerciale. C'est le marketing qui va m'aider à faire mon stand de salon. Aujourd'hui, le marketing, sans les opérationnels, sans les experts, je ne génère pas de lead. Je n'ai pas d'empreinte digitale parce qu'on a vu que prendre la parole sur le digital, c'est compliqué. Donc, il faut des engagements de part et d'autre. Les engagements côté marketing, c'est quoi? C'est je m'engage à te fournir des contenus, je m'engage à te créer des scénarios, je m'engage à te fournir des leads, ces fameux SQL. Je m'engage à te faire participer à 3 salons par an. Exactement. Voilà. Il faut que ce soit chiffré aussi et concret. Il faut que ce soit vraiment un plan d'action. Parce que si on veut optimiser, déjà, il faut mesurer. Comme tu dis, pour mesurer, il faut chiffrer. L'engagement côté sales, côté commercial, là aussi, c'est le marketing fournit un lead chaud. Donc, moi, je m'engage à traiter ce lead, à prendre contact avec ce prospect dans les 24 heures et non pas 3 semaines après. Puisque là aussi, le digital, c'est très important. C'est aussi la prime à la réactivité. C'est-à-dire que si je ne suis pas réactif, moi, mon prospect de l'autre côté de son écran, lui, il ne comprend pas. À partir du moment où il s'est engagé déjà à vouloir prendre contact avec vous, vous ne prenez pas contact tout de suite. La grosse différence aussi, et on a beaucoup parlé de contenu, c'est que le commercial aujourd'hui joue un rôle stratégique. Le commercial, vos équipes commerciales, elles sont au contact du client. Ça veut dire qu'elles connaissent les problématiques, les tendances marché, ce que peuvent dire les concurrents, les produits qui sont lancés, etc.
récolter toutes ces informations-là. Les équipes commerciales doivent aussi s'engager à nourrir le marketing, à adapter aussi sa stratégie, à adapter les scénarios pour justement que ça crée des contenus on va engager là aussi et répondre à de nouvelles problématiques. Donc, j'allais dire quelque part, vous pouvez, dans cet engagement, rédiger 10 engagements, 5 côtés sales, 5 côtés marketing, parce que là, vous avez vu une liste exhaustive de tous les engagements que l'on peut avoir entre commercial et marketing. Collecter des idées de contenu de sales et, comme je vous disais, qui connaissent parfaitement les problématiques de vos clients. On a parlé d'outils, hein, on parle des fois de CRM, on parle de logiciels de RP, on parle de plateformes, etc. Oui, les outils, il faut les mettre en musique, il faut que ce soit cohérent. Des fois, on a tendance, on se dit, plus j'ai d'outils, plus ma stratégie va être performante. Et moi, je vais travailler, des fois, on se dit ça aussi. Oui, c'est ça. Alors que les outils ne sont qu'un moyen, d'accord ? Et la stratégie, c'est vraiment vous qui la portez. Donc, quelque part, pour arriver dans le concret, hein, dans la conversion de prospect à client, on vous laisse lancer dans un exercice de 3 parcours d'achat et vous donner 3 exemples. Le premier exemple, c'est qu'on se lance tous sur LinkedIn. Tous. Et comme on disait tout à l'heure, il faut l'utiliser à bon escient. Il faut apporter tout le temps de la valeur par vos messages. Toujours des contenus pertinents, votre expertise. LinkedIn, c'est toujours on dit toujours que la communauté LinkedIn, et tu le disais tout à l'heure, je ne communique pas de la même façon que sur Facebook. Sur LinkedIn, je dois me construire une communauté qui sont mes personas, qui sont mes clients, mes prospects potentiels, mes prescripteurs, mes ambassadeurs, et non pas mon voisin, mes copains, alors même mes amis, même si je les aime beaucoup. Mais j'ai une vraie communauté, ça veut dire que quand je vais diffuser un message, je m'adresserai à des personnes qui sont en phase avec mon message, mon expertise et mon produit. Un exemple de parcours sur LinkedIn. Sur LinkedIn, je peux avoir un abonnement à Sales Navigator qui me permet de construire des listes de suspects, de prospects et de construire des listes qui demain seront, j'allais dire, de futurs et potentiels clients où je vais pouvoir engager une discussion, une conversation véritablement et non pas, j'allais dire, quelque chose de banal. Bonjour, vous savez, ces fameuses, dès que vous acceptez une invitation, dans les 3 minutes qui suivent, vous allez avoir je vends un super logiciel qui va vous rendre, qui est révolutionnaire. Et là, vous avez juste envie de fuir. Parce que beaucoup font leur prospection sur LinkedIn de façon automatisée. L'idée, c'est de personnaliser au maximum la relation et donc de se construire des listes par rapport justement aux appétences, par rapport au secteur d'activité de vos prospects potentiels. Petite astuce aussi, ça passe par les outils. On a un outil comme Leadjet qui vous permet de remonter justement des contacts directement via votre CRM. Alors nous, on utilise un CRM qui est HubSpot, mais vous pouvez aussi remonter et nourrir votre CRM parce que là aussi, hein, combien d'entreprises je peux croiser tous les jours disent moi, je suis super content, j'ai 5000 contacts dans ma base, c'est super. Oui, mais est-ce qu'elle est vraiment qualifiée ? Comment vous communiquez avec cette base-là ? À quelle fréquence ? Quel contenu vous proposez ? Est-ce que vous faites du business ? Est-ce que ce sont des prescripteurs ? Voilà. Et dès que je commence à poser toutes ces questions-là, on me dit oh là, attends. Donc notre travail aussi, et votre travail, quand on vous accompagne, c'est justement de vous aider à segmenter, nettoyer cette base-là et à mieux communiquer avec elle. Donc là, on est sur un parcours. Quand vous communiquez avec quelqu'un sur LinkedIn, prenez votre temps, construisez votre message. Il faut que ce soit personnalisé au maximum. Un lead que vous rencontrez, un très bon contact que vous rencontrez lors d'un salon professionnel, comme celui-ci, vous avez plusieurs possibilités. Le contact, on a parlé de chaleur de prospect, c'est un prospect chaud, je peux scanner la carte de visite et le faire remonter automatiquement dans mon CRM. Et dans mon CRM, il rentrera dans une colonne de mon pipe qu'on appelle opportunité découverte. Et je sais que je vais peut-être pouvoir solliciter Cindy demain et lui dire, écoute, est-ce que sur les 5, 10, 15, 20 contacts que j'ai eu pendant le salon, est-ce que cette shortlist-là, est-ce qu'on ne peut pas leur adresser un message de remerciement avec un contenu qui leur est dédié pour leur dire, vous avez fait la connaissance de Winbond. Voir si le prospect est très chaud, ça peut être directement un call de découverte et de qualification du besoin pour une proposition commerciale. Si la personne vient vous voir sur un salon et vous dit « j'ai un projet », je vous l'explique et que vous trouvez qu'il y a une correspondance avec les services ou les produits que vous pouvez proposer, ça part directement en opportunité commerciale
et ça rentre dans un processus plus rapide même. Oui, parce que la finalité, c'est de convertir quand même. Donc, le parcours, à un moment donné, le parcours va s'arrêter pour le prospect, mais c'est le prospect qui aura décidé. Et c'est ça qui est important. Parce que lui, il se nourrit de contenu, mais à un moment donné, quand il décide de prendre contact avec vous, c'est ce que je vous disais, hein, ce fameux contrat d'engagement, je prends contact très rapidement avec ce prospect-là, et du coup, je le convertis, et il tombe dans, j'allais dire, et il tombe côté sales. Maintenant, vous avez des visiteurs aussi lors du salon qu'on a pu rencontrer sur le stand qui vont être froids ou tièdes. Et ben, ces prospects-là, on va les faire entrer dans un scénario aussi. Tout simplement, on va leur proposer un premier contenu, peut-être 2 contenus qui vont les aider justement à nurturer, tu en parlais. Et puis, à un moment donné, dans le nurturing, va se passer on va automatiser peut-être une proposition de rendez-vous directement et la personne va choisir. Parce qu'il ne faut pas oublier que l'inbound marketing, ça reste du marketing permissif. Ce n'est pas le vendeur qui décide d'aller vers le prospect, c'est le prospect véritablement qui décide d'aller vers vous. Et donc du coup, il va pouvoir prendre rendez-vous. Moi, je sais que très régulièrement, même dans ma base signature, j'ai un lien où vous pouvez prendre directement rendez-vous avec moi. Et c'est bien vous qui décidez de prendre rendez-vous directement. Maintenant, quand vous avez un lead, et on en a parlé longuement, qui vient de votre site internet ou directement de votre blog, parce qu'il a lu un contenu, parce qu'il est passé par les moteurs de recherche, justement, eh ben, ce visiteur inconnu va devenir connu, tout simplement parce qu'il a téléchargé un contenu, il a rempli un formulaire, et vous avez multiplié aussi les points de contact. Site internet, on a vu, blog, réseaux sociaux, ramener toujours du contenu à un formulaire, et justement, alors je vais dire un mot qui n'est pas très joli, mais qui est utilisé en marketing, qui s'appelle embaser. C'est-à-dire que je vais embaser des contacts, ça va nourrir ma data, ça va nourrir ma base de données, et donc du coup, ces visiteurs inconnus vont passer en visiteurs connus. Et je vais pouvoir, et c'est notamment le schéma que vous voyez après, qui n'est pas très lisible ici, mais ce sont tout simplement des scénarios. Voilà, selon les interactions de mon prospect, on va lui proposer des contenus adaptés. Et ensuite, je serai notifié quand ce prospect sera chaud. Donc tout simplement, le prospect va, quand il sera chaud, je vais lui proposer un rendez-vous comme je vous disais. On va beaucoup utiliser la visioconférence par rapport à l'événement, aux derniers événements. Mais cette visioconférence, en fait, elle reste ancrée. Maintenant, les gens sont de plus en plus à l'aise en visioconférence. Alors, très souvent, moi, le conseil que je vous donne, c'est faites un rendez-vous découverte. Moi, je propose des rendez-vous découvertes de 30 minutes. En visio, c'est très factuel. Pourquoi tu me contactes? Qu'est-ce que je peux t'apporter? Et est-ce qu'on se revoit, oui ou non? Et dans ces cas-là, c'est très factuel. Et ensuite, tout simplement, selon ce rendez-vous découverte, vous pouvez nourrir votre pipe, apporter des notes, et justement, ça sera partagé aussi à l'ensemble de l'équipe commerciale qui pourra, j'allais dire, aussi se nourrir de ces informations-là. Et pour terminer, puisqu'on parle de conversion, n'hésitez pas à utiliser des outils modernes, des outils numériques. Ça fait partie aussi du cercle vertueux de la conversion. Nous, on utilise par exemple DocuSign. Juste pour terminer sur ce chiffre, 64% des documents signés en moins d'1 heure grâce à la signature électronique. Depuis qu'on est passé notamment sur DocuSign pour la signature des contrats, c'est facile. J'ai pas besoin de scanner le document, j'ai pas besoin de le signer, de le rescanner, de le renvoyer par mail. Ça se fait naturellement parce que on arrive au bout du cycle. Ça y est, votre prospect est devenu client. Et votre client, voilà, le contrat est signé. Et comme je vous disais, c'est la prime à la réactivité. Et là, vous pouvez vraiment être très réactif et ça fonctionne très très bien. Et donc dans ces cas-là, tout simplement, votre client, il est gagné. Donc voilà merci en tout cas de votre attention. Et puis on retrouvera bien sûr, on va répondre à vos questions. Important, on retrouvera aussi cette conférence et pour tous ceux qui sont aussi qui assistent derrière leur écran à notre conférence, vous pourrez assister à la conférence en replay qui sera disponible, je crois, pendant 2 mois. Merci à tous. N'hésitez pas si vous avez des questions, on est disponible. Merci.